Ilsa, douce Ilsa. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je poursuis ma rétrospective Mission Impossible en vous parlant du cinquième opus, sobrement intitulé Rogue Nation, sorti durant l'été 2015, réalisé par Christopher McQuarrie, avec au casting donc Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner, Ving Rhames, et parmi les nouveaux venus au casting, on trouve Rebecca Ferguson, Sean Harris ou encore Alec Baldwin. Alors, le résumé en quelques mots, eh bien, tout comme dans l'opus précédent, l'IMF est à nouveau désavoué. Ethan Hunt et son équipe se retrouvent encore à jouer cavalier seul, hein, et en plus de ça, ils sont confrontés à une organisation terroriste assez radicale, sobrement intitulée Le Syndicat, dirigé par un certain Solomon Lane, et par la même occasion, Hunt va faire la rencontre d'une dénommée Ilsa Faust, une agent secret britannique récemment renvoyée, qui entretiendrait des liens particuliers avec Solomon Lane. Alors, qu'est-ce que je pense de ce cinquième volet? Eh bien, je l'aime beaucoup, hein. Il est même très important pour le reste de la saga. Alors, je commence, comme d'habitude, par parler de la mise en scène. Alors, si vous avez vu le film, vous savez que son gros point d'orgue, c'est cette fameuse séquence de l'opéra, qui est un énorme hommage au classique d'Alfred Hitchcock, L'homme qui en savait trop, où on retrouve hein, le même point de vue narratif, à savoir que on sait, hein, à savoir nous spectateurs et également les personnages principaux, qu'un attentat terroriste va avoir lieu sur un politicien et que dans les 2 cas, bah, le personnage va tenter de donner l'alerte. Alors dans le film d'Hitchcock, c'était une mère de famille jouée par Doris Day qui va, pousser un cri d'alerte en quelque sorte, pour dire qu'il y a un attentat. Et ici, bah, dans le cas de Mission Impossible, hein, c'est, Hunt qui va tenter de déjouer, l'attentat. Et alors déjà, ben, on retrouve à travers cette séquence la patte, McQuarrie où, au sein d'un découpage très précis et d'un montage alterné, on va suivre 3 points de vue différents. En premier lieu, celui d'Ilsa, hein, qui apprête son arme et qui, bah, enfin, voilà, qui, visiblement veut aussi, tuer, ce politicien. Deuxième point de vue, celui de Ethan qui se lance à la recherche du politicien pour le protéger, qui est également guidé par Benji. Enfin, troisième point de vue, celui, des tueurs, hein, je vais dire, du syndicat qui eux-mêmes bah, veulent se débarrasser du politicien. Alors je le disais, à la patte de Macquarie, qui pour rappel est le scénariste du brillantissime Usual Suspects, qui lui a valu un Oscar et qui lui a ouvert en grand les portes d'Hollywood. Donc il va jouer sur les images, les apparences et le motif du faux semblant, notamment à travers le personnage d'Ilsa, dont je le disais, au début, on n'arrive pas très bien à cerner les motivations. Est-ce que c'est une alliée? Est-ce qu'elle fait ça pour son propre compte? Avec qui elle tient? Etc. Et également dans le fait que ben, Macquarie va prendre un malin plaisir à faire durer dans le temps ses différentes actions. Donc voilà, pour rappel, tout comme dans le film d'Hitchcock, ben, on sait que l'attentat doit avoir lieu à un moment précis de l'opéra. Alors l'opéra, ici dans Mission Impossible, c'est Turando de Puccini. Voilà. Et donc, bah, au fil, hein, donc je vais dire, on sait que voilà, à partir d'un moment précis, d'une note précise, l'attentat aura lieu. Et donc, on va voir, hein, je veux dire, Ethan, qui, en tentant de sauver le politicien, va se retrouver confronté aux hommes de main du syndicat. Dans le même temps, Ilsa, qui, tout en chargeant son arme, bah, va être occupée à regarder un petit peu dans la salle si elle n'est pas suivie de l'extérieur. Et donc Benji qui va en profiter pour guider Ethan et se défendre aussi à son tour. Donc on a vraiment tous ces points de vue qui vont bien durer dans le temps. Et Macquarie va se faire plaisir donc en jouant beaucoup sur la tension et le suspense, qui n'est donc pas qu'un simple hommage à Hitchcock, qui est bah, tout simplement un vrai moment de mise en scène, hein, une séquence qui dure pas loin de 20-25 minutes et dans lequel Macquarie bah, s'amuse vraiment, et je le répète, à jouer sur le motif du faux semblant qui revient beaucoup dans son œuvre, outre Usual Suspect pour lequel il était scénariste et non pas réalisateur, c'était Bryan Singer, le réalisateur. Il reviendra également là-dessus à travers son film The Way of the Gun, voilà, et dans une moindre mesure avec son Jack Reacher qu'il a réalisé quelques années auparavant déjà avec Tom Cruise, voilà. Et donc un découpage assez précis, minimaliste, qui fait donc durer le suspense dans le temps et aussi l'action hein, dans le temps. Et ce découpage, on va le retrouver dans un autre moment fort du film, à savoir une course-poursuite entre
Brandt, hein, donc toujours joué par Jérémy Renner et Luther qui vont être confrontés, aux sbires, du syndicat et donc encore une fois, bon, on va voir, hein, Brandt et Luther, vraiment foncer à toute vitesse avec leur voiture. De l'autre côté, bah, les terroristes en train de les poursuivre, à moto. Puis la voiture, hein, je veux dire, qui va, faire, plusieurs, cumulés, si je puis dire comme ça, enfin, envolées, assez spectaculaires. Ça, j'avoue que c'est assez soufflant, même 10 ans après, ça reste, assez impactant en matière de grand spectacle et également, bah, ce montage alterné qu'on retrouvera donc, de nouveau, ouais, je le disais, pour faire ressortir le suspense et la tension à travers une séquence sous-marine, on va voir Ethan qui va devoir dérober en quelque sorte de disque qui peut se voir comme un clin d'œil, hein, au premier film de Palma. On voyait Ethan dans la chambre forte de la CIA en train de dérober une disquette, sauf qu'ici c'est vraiment sous l'eau. Voilà. Et tout joue vraiment là-dessus. Et surtout qu'en plus Macquarie prend bien le temps, que ce soit à travers la séquence de l'opéra, celle de course-poursuite entre, Brandt, Luther et le syndicat et également avec Hunt, sous l'eau pour récupérer, sa disquette. On voit bien qu'il prend bien le temps, hein, je veux dire, de mettre en scène ces différentes séquences, tel un film de braquage. Je veux dire, d'abord, voilà, on explique comment on va s'y prendre et ensuite on agit. Voilà, en quelque sorte. Alors, je passe maintenant au scénario. Alors, ben, je vais un peu me répéter, hein, donc le scénario s'amuse à brouiller les pistes, notamment à travers Ilsa Faust, qui est vraiment le personnage central du film, hein, au détriment même de Hunt. Pour ça d'ailleurs que je vais commencer l'intro par Ilsa, douce Ilsa. Et dès lors, ben, ce personnage, qui est pour moi le personnage féminin peut-être le plus intéressant de la saga, sorry pour la patonne, hein, voilà, mais à travers ce personnage, que Macquarie va vraiment mettre au centre du récit, j'insiste beaucoup. On va vraiment revenir à un récit d'espionnage au sens classique du terme, hein. On peut penser pardon, au film Les Enchaînés, bah, toujours d'Hitchcock, hein, je veux dire, on voyait ce couple d'espions qui hésitaient entre se faire face ou tomber amoureux, et tout se mettait en place sous forme d'un jeu de séduction-méfiance, hein, alors on disait que c'était déjà un petit peu le cas dans le Mission Impossible de John Woo, mais bon, de manière très boursouflée. Ici, dans le cas de Rogue Nation, hein, je veux dire, l'influence pour moi des enchaînés d'Hitchcock est encore beaucoup plus palpable et surtout beaucoup mieux mise en scène, surtout que l'alchimie entre Ethan et Ilsa, et donc Tom Cruise et Rebecca Ferguson, est palpable à l'écran. Donc les deux, voilà, vont très très bien le jeu, hein. Je veux dire, on sent bien qu'ils sont à la fois séduits l'un par l'autre, mais en même temps, ils se posent la question de savoir s'ils peuvent se faire confiance ou pas, etc. Donc ça joue énormément sur l'ambiguïté, encore une fois, référence, hein, évidemment au travail antérieur de Macquarie, Usual Suspect en particulier, hein, les apparences, les faux-semblants, voilà. Le tout bah, très prenant, je veux dire, où vraiment on est pris en plein dedans, voilà. Et à côté de ça, bah, voilà quoi, le récit reste plutôt classique, hein, donc on alterne, hein, je vais dire, des moments comme ça de grand spectacle avec des moments également plus intimistes. J'ai même envie de dire que d'un point de vue intimisme, c'est peut-être le plus fort de la saga, où pour la première fois, on a Ethan qui vraiment fait face à son alter ego en quelque sorte, qui plus est représenté par une femme, et une femme d'action, Ilsa Faust, où c'est pas juste et je t'aime, et cetera, comme ça pouvait être le cas encore dans Mission Impossible 2. Cette fois-ci, je le dis, on est à la fois sur la séduction, mais avant tout sur la méfiance, et tout le film se suit du point de vue à la fois d'Ethan et Ilsa, au point de faire presque passer Ethan au second plan, et c'est un bon parti pris donc de la part de Macquarie. À côté de ça, on a également l'esprit d'équipe qui avait été fortement développé dans le quatrième opus Ghost Protocol, qui ici est encore mis en avant, ne fût-ce qu'à travers cette fameuse course-poursuite, hein, avec Brandt et Luther, où là vraiment ils ont droit eux aussi à leur moment fort. Benji, hein, qui de film en film acquiert en responsabilité physique, je vais le dire comme ça. Donc voilà, pour toutes ces raisons, pour moi, Rogue Nation est un très bon opus de la saga, et je disais tout à l'heure qu'il avait son importance dans la mesure où, ben, à travers ce volet, donc ça marque une étape particulière parce que Christopher McQuarrie, dès lors, réalisera tous les autres opus de la saga. Voilà.
Alors qu'auparavant, bah, la saga Mission Impossible pouvait se voir un peu comme la saga Alien, hein, c'est-à-dire un réalisateur par film où on pouvait voir, bah, voilà, chaque film, chaque patte de réalisateur en quelque sorte, hein. Et ici, voilà, avec Macquarie aux commandes, on va voir, j'y reviendrai avec les autres opus, hein, évidemment, bah, que, la formule commence, non pas à sentir le réchauffer, hein, parce que voilà, ici on a de nouveau un nouveau réalisateur, hein, Macquarie, qui passe après De Palma, après John Woo, après J.J. Abrams et après Brad Bird, donc qui a le temps d'amener sa touche à lui. Mais, voilà, dans les prochains opus qui viendront, on va voir que, bah, le fait que désormais ça soit Macquarie qui chapeaute la saga, non pas que ça devienne redondant, mais c'est particulier. On va se retrouver donc dans une formule, qui va devenir un petit peu plus balisée, de film en film, et ça, j'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochains films à venir. Voilà. C'en est tout pour, cette vidéo d'analyse et de critique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Soul Walk Nation. Je sais qu'il fait partie des plus appréciés de la saga, voilà, à juste titre. À me dire ce que vous en pensez, si vous l'aimez bien, si c'est votre préféré, hein, sait-on jamais. Voilà. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour parler, d'autres films, hein, je continuerai d'ailleurs ma rétrospective Sean Baker. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne reprise pour la semaine qui vient. Salut, salut, ciao.